Je vais commencer par un nombre. Ce nombre, c'est 89. Pour être plus précis, c'est 1789, avec une date qui est le 26 août 1789, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit la chose suivante: les hommes, on ne le dirait peut-être pas exactement comme ça aujourd'hui, les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais j'ai oublié un mot dans ma phrase. Naissent libres et demeurent. Naître libre, c'est très bien, mais le demeurer, c'est autre chose. Ça demande une implication forte de la société tout entière et des pouvoirs publics qui la gouvernent. Donc ça demande aussi un effort pour l'éducation, pour demeurer libre. Et donc en 2015, justement, puisque enfin, voilà, il fallait qu'on fasse quelque chose, on est parti d'abord de ce qui clairement ne marchait pas. Parce que ce n'était pas la première fois que les politiques se demandaient comment assurer plus de mixité sociale. Et jusqu'à présent, en gros, il y avait deux types de solutions qui avaient été mises en œuvre ou prônées. Celle, pour aller vite, hein, de la droite qui consistait à assouplir la carte scolaire. C'était par exemple la réforme de Sarkozy en 2007, l'assouplissement de la sectorisation sociale. Et cette réforme, eh bien, la Cour des comptes a eu l'occasion, quelques années plus tard, d'en juger les effets. Le SNPDEM aussi, en 2010, en a jugé les effets. L'École d'économie de Paris, en 2012, même chose. Ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces évaluations donnent les mêmes types de résultats, disent la même chose. Lorsque vous assouplissez ainsi la carte scolaire, en fait, vous fragilisez des établissements déjà en difficulté. Puisque finalement, ceux qui peuvent s'échapper s'échappent. Voilà. Vous déstabilisez des collèges moyens. Et finalement, vous aggravez évidemment la situation. Donc, cette première solution, finalement, ça ne marche pas pour assurer la mixité sociale. Il y a une deuxième solution qui était traditionnellement plutôt portée par la gauche, qui était à l'inverse de rigidifier la carte scolaire. Non, il ne faut pas qu'on puisse justement fuir la carte scolaire, etc. La figer en quelque sorte, cette carte scolaire. Mais on sait malheureusement que ce type de carcan va peser encore plus sur les plus défavorisés d'une certaine façon. C'est comme si vous assigniez à domicile ceux qui vivent déjà dans des territoires compliqués. Et qu'au final, ce ne serait pas tant la carte qui serait figée avec ce genre de disposition que des situations déjà inégalitaires qu'on figerait encore plus sans aucune possibilité d'évoluer. Où va l'argent aujourd'hui dans le système éducatif? Prenons par exemple ce comparatif France-OCDE. D'abord la masse globale d'argent que nous dépensons pour notre système éducatif en France. On dépense 5,2% de notre PIB pour l'école, dans l'OCDE c'est 4,9%. C'est là-dessus que les gouvernants disent, regardez, nous sommes plutôt pas mauvais, on dépense plus que l'OCDE pour notre système éducatif. Sauf que dans l'OCDE, il y a des pays pauvres. Et que quand on regarde les pays riches, en fait, il n'y a que le Japon qui dépense moins que nous. Tous les pays riches dépensent plus que nous pour leur système éducatif. Et c'est parce que depuis 40 ans, en fait, on ne dépense pas assez pour notre système éducatif qu'on a les salaires enseignants que l'on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas hasard. La dévalorisation considérable des salaires des enseignants, c'est qu'il n'y a pas eu les moyens, le système éducatif n'a pas eu les moyens de le faire. Un point de PIB. On a perdu un point de PIB pour l'école depuis 1995. Un point de PIB, c'est plus de 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros, c'est la somme qu'on donne chaque année aux entreprises dans le cadre du CICE. C'est un choix politique qui a été fait dans ce pays. Alors, en 2015, on décide que peut-être que le problème de tout ça, c'est cette idée qu'on puisse avoir une espèce de grand soir politico-technocratique qui puisse être imposé du haut à tous les territoires avec une réponse uniforme pour tout le monde. Peut-être que le sujet, c'est d'innover justement et de partir du terrain,
de la mobilisation des acteurs concernés sur le terrain et puis d'expérimenter et de permettre d'expérimenter des choses très diverses pour justement juger de ce qui est le plus pertinent et puis surtout de s'adapter à des territoires qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, de la ruralité à la grande urbanité.